Bienvenue à vous, bonjour et merci d'être avec nous dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h avec au menu toute l'actualité. Bien sûr, des interviews, des débats, des analyses. Autour de la table, Michel Taub. Bonjour Michel. Bonjour. Fondateur du site Opinion Internationale. William Tay. Bonjour. Bonjour. William, président du cercle de réflexion Le Millénaire. Et Harold Iman qu'on ne présente plus. Bonjour Harold. Bonjour. On va d'abord commencer par la météo de ce dimanche 10 juillet avec du grand beau temps mais de fortes chaleurs. C'est ce que va nous expliquer en détail tout de suite Karine Durand. Plein soleil aujourd'hui sur la France. Il est très rare d'avoir une carte aussi dégagée avec aucun nuage le matin. On a juste parfois quelques brumes, brouillards du côté des Landes ou encore des Vosges, du Jura ou de la Lorraine. Attention, le Mistral souffle encore 50-60 km/h en direction notamment du Gard. C'est une mauvaise nouvelle pour les incendies. Il va persister encore quelques jours. En tout cas, ce puissant anticyclone nous donne un temps très calme et toujours très sec sur le pays. Au cours de l'après-midi, il n'y a pas de grande différence. Ça reste encore très ensoleillé partout. On a juste un petit voile nuageux qui se met en place sur la Bretagne, mais l'impression de beau temps est quand même là. Même chose du côté de la région Grand Est, en direction des frontières belges, et toujours ce vent qui se maintient sur le sud-est, encore l'espace de plusieurs jours. Les températures, elles, sont un petit peu fraîches le matin au nord. C'est plutôt appréciable d'ailleurs, avec 15 degrés sur Paris, entre 11 et 13 de la Normandie à la région Grand Est, et déjà 23 degrés en direction de Nice et de Cannes. Au cours de l'après-midi, de fortes chaleurs à nouveau sur le sud du pays. Localement, 36 degrés pour Montpellier. On peut monter un petit peu plus dans certains villages du coin. Jusqu'à 28 sur Paris. Ça régresse légèrement sur le nord par rapport à hier, mais c'est vraiment temporaire. 25 à 26 degrés en remontant vers l'extrême nord du pays. À la une de l'actualité, les questions de pouvoir d'achat. Les premières pistes émergent sur la future loi. Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, donne le ton dans Le Parisien. Aujourd'hui, nous sommes passés du quoi qu'il en coûte à combien ça coûte. On verra les détails avec vous, Adrien Spiteri. Puis nous verrons également que les communes se démènent pour réduire la facture d'énergie. À l'origine de cette flambée de l'inflation, la guerre en Ukraine où des champs de blé sont en train de brûler. Image choc en pleine crise alimentaire mondiale. Kiev accuse Moscou. Les éoliennes ont le vent en poupe, mais à quel point? C'est l'heure d'un premier bilan au large de Nantes. Création d'emplois, production d'énergie. L'éolien en mer répond-il à l'urgence et aux besoins d'indépendance énergétique dans notre pays? Vous verrez notre reportage à la Turballe. Avant de développer ces titres et de les aborder tous ensemble, on va faire d'abord un détour par le sud de la France, précisément dans le Gard, pour faire un point sur ces incendies qui ont ravagé des centaines d'hectares dans les Cévennes depuis jeudi dernier. Régine Delfour, bonjour. Vous êtes avec Sacha Robin à Bessèges, devant le poste de commandement. On l'a suivi avec vous, ces derniers jours ont été intenses, particulièrement inquiétants. Est-ce que désormais la situation est sous contrôle ? Oui, bonjour Isabelle. La situation est maintenant sous contrôle, même s'il faut évidemment rester vigilant. Hier, il y a eu un feu à une trentaine de kilomètres de là, à Alès, dans la périphérie d'Alès, mais un feu qui a été très vite maîtrisé. 1 hectare a brûlé. À l'origine, apparemment, ce seraient des pétards qui auraient été lancés, mais ça, c'est sous contrôle. Je voulais vous montrer aussi la carte de l'incendie qui a ravagé donc dans les Cévennes. Alors, on voit bien, là, le chiffre, c'est 613, 613 hectares. Il y a donc toute cette zone. Alors vous avez le flanc droit là qui évidemment est toujours sur surveillance, ainsi que le flanc gauche. Mais alors comme me le disait tout à l'heure le commandant Jaillet, il n'y a plus de départ de feu, il n'y a pas de reprise, il n'y a pas non plus de fumerolles. Donc la situation est plutôt sous contrôle. Désormais il n'y a plus que 350 pompiers qui sont à pied d'œuvre. Aujourd'hui il va évidemment falloir surveiller les températures puisqu'il va faire chaud, 35 degrés, et le vent semble moins intense. Voilà pour les dernières informations, Isabelle. Merci beaucoup, Régine, avec Sacha Robin depuis Bessèges. Et on vous recommande donc la plus grande prudence, alors que Karine Durand nous annonçait tout à l'heure des températures extrêmement chaudes dans les jours qui viennent. Nous sommes passés du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte. Les mots de Gabriel Attal, donc ce matin dans Le Parisien. Le nouveau ministre délégué au compte public précise que s'il ne faut pas s'interdire de dépenser, il faut quand même faire attention. Adrien Spiteri, bonjour. Vous allez nous dire ce qu'il faut retenir de cet entretien qui donne une idée de la future loi de pouvoir d'achat avec peut-être des compromis avec les oppositions.
Eh bien écoutez, Isabelle, la première chose à retenir de cette interview de Gabriel Attal, le nouveau ministre délégué au compte public, c'est que l'État veut réduire ses dépenses. Regardez ce qu'il a confié à nos confrères du Parisien. Nous sommes passés du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte. On ne doit pas s'interdire de dépenser, mais on doit se poser les questions nécessaires avant d'engager des dépenses importantes. Il explique d'ailleurs que pour 1 euro de plus récolté par l'État, on en dépense 3 pour aider les Français. Avec ce discours, Adrien, Gabriel Attal semble vouloir séduire une partie de l'opposition. Oui, clairement, ici, Gabriel Attal tend la main à une partie des Républicains attentifs à la question de la dette budgétaire, se disant d'ailleurs prêts à regarder toutes les propositions des oppositions avec la volonté que le travail paye plus. Comme vous pouvez le voir sur ces propos, nous avons en partie rétabli dans le quinquennat précédent la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est cohérent avec notre souhait que le travail paye plus. Gabriel Attal s'est également adressé à l'autre côté du spectre politique et en particulier à Jean-Luc Mélenchon qui veut organiser une grande marche contre la vie chère. Nous voulons des pensions de retraite, des salaires des fonctionnaires qui augmentent dès juillet, une remise du carburant qui se poursuit jusqu'à la rentrée, de nouvelles aides dès l'été pour les Français qui travaillent. Ça me semble plus efficace qu'une marche. Rappelons en effet que la NUPES dépose une motion de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne dès demain. Merci beaucoup, Adrien. William Tay, c'est finalement très politique, c'est une interview beaucoup plus qu'économique. On a le sentiment, c'est ce que ça donne en tout cas, le sentiment de vouloir avancer, de faire des compromis, de tendre la main là où certains accepteraient peut-être éventuellement de la prendre. Sur le papier, c'est intéressant ce qu'il dit. Il a même plutôt raison en passant du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte. La difficulté, c'est quand on regarde les actions. C'est quand même 50 milliards d'euros qui sont mis sur la table. Oui, mais quand on regarde en détail ce qu'a mené le gouvernement, c'est que quand il dit qu'il a dépensé pour sauver les Français de la crise, c'est vrai en partie. Mais quand on regarde l'augmentation de la dette en France en 2020, 2021 et 2022, on remarque, selon la Cour des comptes, que seulement un tiers des dépenses ont servi, notamment en raison de la crise Covid. Et tout le reste, en fait, sont une augmentation des dépenses engagées par Emmanuel Macron pour des raisons qui sont plutôt électorales en vue de l'élection présidentielle de 2022. Donc en fait, si on a une augmentation du coût de la dette, comme Gabriel Attal l'explique, de 17 milliards, c'est principalement en raison de l'action du gouvernement. Donc le gouvernement veut jouer le pompier alors que c'est lui-même qui a mis le feu, notamment en finances publiques, et à la difficulté. Parce qu'effectivement, ce qu'on va arriver, c'est qu'on arrive sur une triple crise. Une crise économique, une crise énergétique et même une crise financière parce que la BCE, qui suit la Banque centrale américaine, va augmenter les taux. Donc du coup, la dette va coûter plus cher. Et donc éventuellement, on aura une menace non seulement sur nos finances publiques, mais également sur l'alimentation de la dette qui peut exploser comme en 2010 à 2012 sur la crise des dettes souveraines. Donc comment on fait pour résoudre ça ? Il faut que le gouvernement dépense moins. Et comment il fait pour dépenser moins ? Il faut engager des réformes, ce qu'on appelle systémiques et de structure. Est-ce que pour l'instant, il y a sur la table des pistes de réformes structurelles sur l'action de l'État, sur la baisse du nombre de fonctionnaires ou également sur le financement des collectivités territoriales? C'est des bonnes intentions, mais je ne sais pas exactement comment il fait. Michel. Je crois que la réponse, malheureusement, à cette très bonne question, c'est non. C'est qu'il n'y a pas de volonté de faire de réformes structurelles. Et d'autant moins qu'ils vont avoir du mal à trouver des majorités pour aller taper dans le dur. Qui acceptera de prendre le risque d'une réduction du nombre de fonctionnaires ? Non, je pense qu'avec cette interview, Gabriel Attal, il rentre parfaitement dans l'habit de ministre du budget. Il était porte-parole, c'était quand même des jeunes premiers de la Macronie. Et là c'est vraiment le ministre du budget qui rentre en scène. Et il a appris très vite son nouveau rôle, qui a rôle évidemment stratégique, à un moment où l'explosion de la dette est considérable. C'est plus 88 milliards d'euros rien que sur le premier trimestre de l'année 2022. Donc effectivement, c'est un peu la quadrature du cercle. D'un côté, il nous dit effectivement l'argent... En fait, si vous voulez, c'est la fin de l'argent magique. Ça, c'est certain. Mais en même temps, où est-ce qu'il va faire des économies ? Il ne le dit quasiment pas. Et parce qu'encore une fois, c'est un sujet beaucoup trop délicat. Et puis, il y a les 50 milliards d'euros que la loi pouvoir d'achat va coûter. Donc ça, c'est sûr que pour le ministre des Comptes publics qu'il est, il a beau dire qu'on va essayer de privilégier les Français qui travaillent en allant jusqu'à leur donner des chèques carburant jusqu'à près de 300 € pour ceux qui travaillent et qui ont besoin de leur véhicule pour aller au travail. Et il essaie de trouver des mesures qui satisfassent plutôt la droite LR parce qu'il lui manque une quarantaine de députés pour avoir la majorité absolue qui permettrait au gouvernement de faire adopter sa loi. Mais la réalité, c'est que c'est la quadrature du cercle.
cercle et que ça va être très très difficile de concilier les exigences budgétaires avec la satisfaction de ce qui est la priorité numéro 1 des Français, c'est-à-dire des efforts pour essayer d'amoindrir le choc d'inflation et de crise sur le pouvoir d'achat. Alors justement, est-ce que c'est de nature à éviter cette grande marche contre la vie chère prévue par Jean-Luc Mélenchon à la rentrée ? Moi, je dirais que le gouvernement mène une politique qui est contradictoire parce que quand on regarde les engagements qu'a envoyé Emmanuel Macron à la Commission européenne, c'est-à-dire que quand on a un gouvernement, chaque année, en fait, il doit envoyer dans le cadre du semestre européen comment il va faire pour respecter les fameuses règles du 3%. Ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est qu'il va respecter les règles du 3% d'ici la fin 2027. Oui. Et donc, du coup, ça veut dire 80 milliards d'euros d'économies. Si vous prenez, on va considérer que sur le haut pouvoir d'achat, il y a 80% de dépenses structurelles, donc 40 milliards sur 50. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils trouvent 120 milliards d'euros d'économie. C'est quasiment impossible pour trouver 120 milliards d'euros d'économie et vouloir contenter dans le même temps les électeurs de Jean-Luc Mélenchon pour contre la vie chère. Vous ne pouvez pas mener les deux en même temps, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas mener la fracture sociale et en même temps la rigueur budgétaire. Je ne sais pas comment on fait dans ce pays. Donc ça veut dire qu'il y aura probablement une grande marche Oui. De toute façon, Jean-Luc Mélenchon veut faire sur le pouvoir d'achat comme il a fait sur les Gilets jaunes, c'est-à-dire récupérer une préoccupation, au départ une colère française qui est certainement saine et pertinente pour la récupérer politiquement. Donc c'est pas une interview de Gabriel Attal dans Le Parisien qui va l'arrêter. En revanche, tout au long de l'été, en tout cas au mois de juillet, la question du pouvoir d'achat risque d'enflammer l'Assemblée nationale. Et on va le voir déjà demain avec la motion de censure, qui est vaine, déposée par les Insoumis et la NUPES. Mais tout au long du mois de juillet, ça va, à mon avis, cogner fort entre les différentes forces politiques sur la question du pouvoir d'achat. Parce que malgré la préoccupation numéro 1 des Français, c'est les questions idéologiques qui vont sortir. Est-ce qu'il faut privilégier les travailleurs ? Est-ce qu'il faut donner de l'aide à tout le monde ? Est-ce qu'il faut que la TVA baisse parce que c'est l'État qui s'enrichit sur l'augmentation du prix des carburants ? Et très vite, tout le monde va réveiller ses velléités idéologiques et c'est les Français qui vont encore perdre du temps sur les efforts de pouvoir d'achat. Cet appel du pied à la grande distribution, celui de Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, il estime dans les colonnes du journal du dimanche qu'il pourrait y avoir plus de promotion. Alors c'est vrai, on va l'écouter d'abord Marc Fesneau et puis on en parle juste après. Il est légitime qu'on pose des débats sur ces questions-là. La loi Egalim, les lois Egalim, elles visent à faire quoi ? Qu'on construise le prix à partir du coût producteur. Et qu'on ne construise pas le prix à partir du prix distributeur qui, après, en descente, venait faire pression. Sur les promotions, aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 34%. Or, ce qu'on constate dans la plupart des cas, c'est que la grande distribution n'est qu'à 21%. Donc, ils ont des marges. Donc, ils ont la capacité à faire en sorte qu'eux-mêmes, ils portent une partie de l'effort. Parce qu'il y a une partie de l'effort aussi qui est portée par l'État. Et donc, il faut que chacun prenne sa part. Mais ça ne peut pas être au prix de revenir sur 10 ans, enfin, des dizaines d'années où, à la fin, c'était toujours le producteur et l'agriculteur qui, lui, ne trouvaient pas sa marge. En clair, tout le monde doit participer à l'effort collectif ? C'est quand même assez contradictoire de commenter les déclarations de Gabriel Attal plus celles de Marc Fesneau. C'est-à-dire que d'un côté, au début, on avait un mini Margaret Thatcher, en tout cas, il se prenait pour. Et là, maintenant, on a le révolutionnaire Che Guevara qui va nous expliquer qu'il faut solliciter la grande distribution pour réduire l'effort national. Non, mais je pense qu'il faut être cohérent, en fait. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas arrêter. Ce qu'a montré les élections législatives, c'est que c'était la fin du en même temps. Vous voulez plus d'un côté un peu du centre droit et puis après du centre gauche. Ce que les Français demandent à Emmanuel Macron, c'est de dessiner un cap dans les perspectives dans les années à venir. Où est-ce qu'il veut emmener le pays ? C'est pour ça qu'en fait, il a été mis en minorité à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il a été élu parce que les Français ne voulaient être représentés ni par Marine Le Pen, ni par Jean-Luc Mélenchon. Et ils l'ont mis en minorité sur le fond à l'occasion des élections législatives parce que son projet n'était pas clair, dans la mesure où au premier tour, il avait plutôt fait une campagne au centre droit, puis ensuite, après, il avait parlé aux électeurs insoumis. Ce que demandent les Français à Emmanuel Macron, c'est un cap clair, savoir où est-ce qu'il veut emmener le pays et où est-ce qu'on veut le diriger sur un projet qui est fort. Moi, je pense qu'il faut centrer sur ce qu'a dit Gabriel Attal, c'est-à-dire redresser les finances publiques pour rendre sa grandeur à la France, pour que ce soit crédible à l'intérieur de nos frontières, pour qu'on puisse exporter nos valeurs et nos idées au sein de l'Europe. Ce dont parle le nouveau ministre de l'Agriculture, c'est qu'il y a des tensions très très fortes dans les campagnes parce que les agriculteurs souffrent terriblement des effets de la crise avec des marges qui étaient déjà extrêmement réduites. Et donc il y a des contradictions qui vont devenir criantes entre l'intérêt des consommateurs qui ont besoin que les prix baissent et les agriculteurs qui ne peuvent pas l'accepter parce que sinon ils travaillent à perte et déjà beaucoup d'entre eux quittent le métier ou travaillent à perte. Et donc c'est une tension qui risque là aussi d'être relayée
relayé sur les bancs de l'Assemblée nationale dans les jours qui viennent. Et on va voir des agriculteurs en colère. Là, cette fois, ça se passe aux Pays-Bas, vraiment pas très loin de chez nous. Des images rares. Le gouvernement là-bas veut réduire les gaz à effet de serre et ils craignent que ça impacte leur production. Le tout sur fond de crise alimentaire mondiale. D'où cette mobilisation très forte dans un pays deuxième exportateur de produits agricoles au monde. Adrien Spiteri. Dans ce supermarché, le rayon des produits laitiers est presque vide. Même chose pour les fruits et légumes. À l'origine de cette pénurie, des agriculteurs en colère qui bloquent l'accès des enseignes de grande distribution. Les supermarchés déterminent le prix de nos produits. Si nous obtenons plus d'argent, nous pourrions investir davantage dans des solutions pour réduire les émissions, améliorer le climat et d'autres choses encore. Ces mobilisations font suite à un projet de réduction d'azote dans le pays où 16% des émissions de gaz à effet de serre sont d'origine agricole. Une réforme qui pourrait contraindre les agriculteurs à utiliser moins d'engrais et d'animaux d'élevage. Alors les manifestations sont nombreuses et parfois violentes. Sur cette route, 3 agriculteurs ont été arrêtés en début de semaine. Nous sommes venus ici pour libérer notre collègue, un jeune agriculteur qui a failli être tué par une balle tirée par un policier la nuit dernière. Il a protesté pour sauver son entreprise. Il n'avait aucune raison de l'arrêter et nous le soutenons et il doit être libéré. Deuxième exportateur agricole au monde après les États-Unis, les Pays-Bas sont aussi l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre en Europe. Michel. C'est très intéressant ce qui se passe aux Pays-Bas. C'est à peu près la même chose, toutes choses égales par ailleurs, que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes en France en novembre 2018. Les images sont effectivement... C'était une taxe carbone qui a déclenché un mouvement sur le pouvoir d'achat. Les fins de mois sont plus importantes que la fin du monde. Et c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui aux Pays-Bas. C'est-à-dire on demande des efforts pour des raisons écologiques pertinentes à des agriculteurs qui n'en peuvent plus et qui sont au bout du rouleau. Et pourtant, Dieu sait que les agriculteurs néerlandais ne sont pas les moins mal lotis d'Europe puisque c'est une des principales puissances agricoles au monde. Eh bien, même pour eux, la situation est dramatique et je pense que ce qui se passe aux Pays-Bas pourrait aussi nous annoncer des difficultés sur la scène française. Il n'y a pas que les insoumis, la gauche, il y a aussi des agriculteurs qui sont en colère et qui souffrent terriblement et ça peut créer aussi des mouvements sociaux au niveau de la ruralité en France. Et Harold, ça arrive dans un contexte de crise alimentaire mondiale. Bien sûr, il n'y a pas assez de blé dans le monde, essentiellement à cause de la guerre en Ukraine. Mais la situation néerlandaise, elle est très gilet jaune de style. Et il y a une tendance aux Pays-Bas depuis 5 ans, à peu près, d'avoir des manifestations qui tournent à la violence et le clash avec la police, ce qui était quasiment inconnu dans le pays depuis la fin des années 60. Un risque, une similitude avec la France, comme l'évoquait Michel. Ce qui s'est passé dans tous les pays occidentaux, c'est que toutes les classes moyennes occidentales se sont révoltées contre la fin du modèle néolibéral entamé dans les années 80 par Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Quel était ce modèle-là ? En fait, ça veut dire que pour maintenir le pouvoir d'achat des classes moyennes, on a transféré nos productions, notamment dans les pays émergents, pour réduire les coûts et donc du coup avoir des produits moins chers, avoir des produits textiles chinois, etc. La difficulté, c'est que comme on a tuer notre modèle de production, on a perdu des emplois dits industriels. Et la perte de ces emplois industriels, la perte des emplois tertiaires, notamment dans l'agriculture, etc., a réduit le pouvoir d'achat des classes moyennes in fine au bout de 40 ans. Et c'est pour ça que vous avez des révoltes dans tous les pays. Vous avez des révoltes en France, vous avez des révoltes en Italie, vous avez des révoltes en Hollande, vous avez eu des révoltes aux États-Unis après la crise financière de 2008. Et c'est un peu toutes ces sociétés qui sont en train de se révolter. La question, c'est comment on fait pour bâtir un troisième modèle. Entre 1945 et 1979, vous avez les théories keynésiennes qui ont permis de relancer la croissance économique après la Seconde Guerre mondiale. Entre 1980 et 2008, vous avez les thèses monétaristes de Milton Friedman pour reconstruire. Après 2008, vous êtes cette fois-ci dans une nouvelle ère économique, mais vous n'avez pas de penseur qui a théorisé tout ça. Et la difficulté, c'est que maintenant, on doit en trouver un. Et on continue à parler de la crise alimentaire avec ces images de champs de blé en flammes en Ukraine, juste après les principaux titres de l'actualité. Bonjour Sandra Tchombo, c'est à vous.
Bonjour à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, bac 2022, plus de 664 000 candidats ont été reçus après la session de rattrapage, soit un taux de réussite à 91,1%, un chiffre en baisse de 2,8 points par rapport à juin 2021. L'annonce a été faite hier par le ministère de l'Éducation nationale. Le taux de réussite du bac cette année est néanmoins supérieur à ceux des années avant Covid-19. Aux États-Unis, les pompiers combattent le feu à Fillmore dans l'Utah. Un incendie se déplace dans le centre de l'État depuis vendredi. De la fumée noire et des flammes étaient visibles hier depuis les collines situées à l'extérieur de la ville. Au moins 500 hectares ont déjà brûlé. Sur place, les évacuations se poursuivent. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Euro féminin de football, en quête d'un premier titre, les Bleus entrent en lice ce soir. 3e mondial, la France affronte l'Italie, quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde. Le groupe emmené par la capitaine Wendy Renard est en confiance. Il reste sur une série de 14 victoires d'affilée avant l'Euro. Merci Sandra. L'inflation avait commencé avant la guerre en Ukraine. La guerre l'a amplifiée, accélérée. Image terrible des dégâts de cette guerre. Ces champs de blé en feu à Roldiman, dans la région de Zaporijjia, c'est dans l'est du pays. Une région très fertile. On approche de la période des moissons. On parlait à l'instant de la crise alimentaire mondiale. On sait que beaucoup de pays se nourrissent des céréales ukrainiennes et Kiev accuse Moscou pour ces incendies. Oui, l'accusation, c'est que l'artillerie russe utilise des bombes incendiaires et cible les champs de blé qui brûlent assez facilement et sur une très vaste surface. C'est des centaines d'hectares en réalité, mais c'est assez spectaculaire quand on voit la fumée qui se dégage dans le sud. C'est-à-dire la partie fertile des terres noires ukrainiennes qui vont grosso modo d'Odessa jusque dans le Donbass. Et quand beaucoup de pays attendent l'arrivée de ce blé dont on sait qu'il est bloqué depuis des mois maintenant. Oui, alors il y a un tout petit peu de blé qui commence à sortir de la mer Noire, mais c'est vraiment minime. Et le blé ukrainien sort par voie terrestre ou bien fait une boucle en Roumanie pour ressortir par voie terrestre, qui est beaucoup, beaucoup plus cher que tout ce qu'on avait imaginé avant, quand on le mettait simplement dans tous les ports, on le chargeait dans tous les ports ukrainiens. Maintenant, les ports sont soit détruits, soit sous blocus. Donc voilà pourquoi tout se grippe et des pays comme l'Égypte, qui ne peuvent pas vivre sans ce blé, sont maintenant en détresse. Et conséquences en cascade avec ces images impressionnantes qu'on va commenter ensemble au Sri Lanka, avec ce soulèvement populaire. Le président va démissionner après avoir dû fuir sa résidence. Les Sri Lankais sont asphyxiés depuis des mois, pénurie sans précédent de produits de première nécessité, coupure de courant régulière, le pays est en défaut de paiement. Et pour obtenir l'aide du FMI, il doit passer par des mesures d'austérité, d'où ces émeutes. C'est peut-être la première victime collatérale de la crise alimentaire mondiale que la guerre en Ukraine est en train de provoquer. Je rappelle qu'il y a 12 ans, lorsqu'il y a eu le printemps arabe, une des raisons profondes du printemps arabe, c'était que 2 ans avant, il y avait une crise financière internationale qui avait eu des effets sur les pays arabes, en Tunisie, en Égypte, etc. Et donc effectivement, ça fait maintenant plusieurs semaines que de nombreux dirigeants, par exemple africains, alertent sur les risques de crise alimentaire. En Tunisie, par exemple, actuellement, il y a une pénurie alors qu'il y a un référendum le 25 juillet sur la Constitution. Et il y a une tension, par exemple, en Tunisie qui est extrêmement forte. Et donc, évidemment, l'un des derniers chefs d'État au monde qui a rencontré Vladimir Poutine, c'était il y a 3 semaines, le président sénégalais Macky Sall, qui en tant que président de l'Union africaine a été à Moscou demander à Vladimir Poutine, comme il le demande à l'Occident, d'essayer de protéger l'exportation du blé ukrainien et russe pour pouvoir éviter ce qui est en train de se passer au Sri Lanka et qui, encore une fois, n'est malheureusement, on peut le craindre, que le premier d'un jeu de dominos qui risque d'emporter certains pouvoirs parce que les émeutes de la faim, on voit aux Pays-Bas des étals où il manque des produits, mais dans ces pays-là, c'est beaucoup, beaucoup plus grave. Et donc, effectivement, il faut s'attendre à des crises politiques consécutives à cette crise alimentaire mondiale. Et toujours dans ce contexte inflationniste en France, face à la hausse du prix de l'énergie, les communes cherchent des solutions. À Gradignan, en Gironde, par exemple, la mairie a revu tous ses contrats pour se tourner vers des producteurs d'énergie locaux et tenter de réduire la facture. Le reportage d'Antoine Estève et Jérôme Rampenou. À Gradignan, ces lampadaires intelligents permettent d'économiser 70% sur la facture d'électricité de la ville. La nuit, ils s'allument en fonction de la fréquentation des voitures et des piétons dans les différents quartiers.
On a défini 2 zones, une zone de passage de véhicules qui là, elle ne s'éteint pas du tout, ce qui permet d'assurer la sécurité, le sentiment de sécurité des piétons et des véhicules. Par contre, tous les bâtiments et les zones vraiment d'activité, les parkings, sont eux entièrement éteints. Et ce qui nous permet de faire des économies substantielles. Le dispositif a été rentabilisé sur 1 an. Pour les habitants, avec l'inflation galopante, cette question énergétique est prioritaire en ce moment. Il y a plein d'endroits où on pourrait éteindre la nuit et ce serait une très bonne chose. La clim, je comprends ceux qui travaillent toute la journée, la clim un petit peu, peut-être un peu moins fort. Et bien l'éteindre la nuit. Pour faire baisser un peu plus la facture d'électricité, tous les contrats ont été renégociés ces dernières semaines avec les fournisseurs. Maintenant, ce sont des prestataires avec des panneaux solaires locaux qui produisent pour la ville. Il faut essayer de retrouver une indépendance énergétique et la production d'électricité par le solaire est une solution. Donc nous équipons nos plus grands parkings et on commence avec un premier parking. Prochaine étape, entourer cette salle de spectacle de panneaux solaires géants connectés directement au réseau électrique de la ville et isoler tous les bâtiments publics pour limiter l'usage de la climatisation et du chauffage. Et l'indépendance énergétique, justement, EDF a inauguré cette semaine la première base de maintenance pour les éoliennes en mer. Ingénieurs et techniciens vont pouvoir désormais surveiller en permanence un parc de 80 éoliennes en cours d'installation à la Turballe, en Loire-Atlantique. Le reportage de Jean-Michel Decaze et Mickaël Chailloux. 10 ans après le début du projet, EDF inaugure la base de maintenance du premier parc éolien en mer français. À 1 heure du port de la Turballe, un peu plus de la moitié des 80 éoliennes est sur pied. Nous avons installé déjà 44 éoliennes. La première a été installée début avril et l'installation se poursuit en ce moment avec des bonnes conditions météo. On est vraiment en phase d'essai en ce moment et petit à petit, ces électrons sont injectés dans le réseau. L'électricité, on ne la freine pas. À partir du moment où l'éolienne tourne, elle génère de l'électricité qui part dans les réseaux. Une dizaine d'éoliennes a commencé à produire. Lorsque l'ensemble du parc sera raccordé, 20% de la consommation électrique de la Loire-Atlantique proviendra du large. À terre, les premiers salariés de la base de maintenance sont arrivés. Ici, on va avoir les techniciens qui vont travailler en mer pour la maintenance des éoliennes, qui arrivent le matin avant de partir travailler en mer et qui reviennent le soir. C'est une centaine d'emplois en local. Pendant toute la durée de vie de... Pendant les 25 ans d'exploitation du projet. Les 80 éoliennes devraient être raccordées au réseau EDF à la mi-décembre. On vient dans un instant avec cette annonce de Gérald Darmanin. Hier, le ministre de l'Intérieur veut que les étrangers auteurs de délits graves puissent être expulsés même s'ils sont arrivés en France avant l'âge de 13 ans. Est-ce légalement possible? C'est ce qu'on verra dans un instant. À tout de suite. 7h30, vous êtes toujours dans la matinale week-end. On vous en remercie avec Michel Taube, avec William T. et Harold Iman. À la une, tout étranger ayant commis des actes graves doit pouvoir être expulsé de France. Gérald Darmanin précise que cette disposition concernerait aussi ceux arrivés sur le territoire avant l'âge de 13 ans. Est-ce légalement possible? C'est ce que nous verrons. La France manque de profs, la crise de recrutement des enseignants est flagrante, sauf que beaucoup de candidats ont été recalés à l'épreuve orale cette année. En cause, vous le verrez, les questions déconcertantes du jury. Pénurie de médecins aussi, certains retraités acceptent de reprendre blouse et stéthoscope pour soulager la population en manque de généralistes, notamment dans les zones rurales. Vous verrez notre reportage. Gérald Darmanin veut donc expulser tout étranger ayant commis des actes graves, même s'il s'agit de personnes arrivées en France avant l'âge de 13 ans. Une nouvelle disposition qui devrait être intégrée à la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, présentée à la rentrée. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est réalisable? On en débat juste après les précisions d'Augustin Donadieu. Il n'était pas expulsable, mais pourrait bien le devenir. Gérald Darmanin, dans une interview au Monde, se saisit du dossier des étrangers ayant commis des actes graves en France, notamment ceux arrivés sur le territoire avant l'âge de 13 ans. Nous voulons permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable d'un acte grave par la justice, quelle que soit sa condition de présence sur le territoire national. À droite, Marine Le Pen déplore une nouvelle promesse qui ne sera pas tenue en publiant un extrait d'interview du président de la République qui, en 2017 déjà, promettait la même mesure. À gauche, on regrette un manque d'action du ministre de l'Intérieur. Sur cette affaire-là, il ne faut pas faire du buzz. Il faut être efficace et commencer par être efficace en expulsant déjà véritablement ceux qui ont commis des délits et qui devraient être expulsés et qui ne le sont pas. Mais alors, qu'en est-il légalement? Est-ce une mesure réalisable? Pour cet avocat, il n'en est rien. Si le ministre de l'Intérieur
souhaitait mettre en application ce qu'il a déclaré, il faudrait que la France sorte de l'Union européenne, il faudrait que la France se retire du Conseil de l'Europe et il faudrait que la France revienne sur sa signature auprès des Nations Unies de la Convention de 1989 sur les droits de l'enfant. Selon Gérald Darmanin, cette proposition sera intégrée à la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, présentée à la rentrée. Michel Taube, est-ce que c'est tenable, cette proposition ? Je pense que c'est tenable si effectivement le politique s'en saisit et qu'une loi est votée en la matière. Il a l'air d'être le cas. Oui, alors moi déjà, une chose qui honnêtement m'énerve un petit peu. Elisabeth Borne, il y a 2 jours, a fait un discours de politique générale d'1h27 dans laquelle elle a multiplié les annonces. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la Première ministre qui se saisit d'une telle proposition et seulement le ministre de l'Intérieur? On a l'impression que c'est comme s'il voulait réparer une sorte d'angle mort qui a été dénoncé par beaucoup, de ce que dans son discours de politique générale, Elisabeth Borne a consacré même pas 1 minute à ces questions de sécurité, alors que ça fait partie des grands problèmes de notre pays. Et puis après, effectivement, malheureusement, combien de décisions ont été annoncées depuis 5 ans qui n'ont pas été suivies des faits? Dernier événement en date, en septembre dernier, rappelez-vous, le gouvernement annonce de façon fracassante qu'il va y avoir une réduction de 50% des visas attribués aux ressortissants algériens et marocains et 30% tunisiens parce qu'ils refusent d'accepter des expulsions, les OQPT, donc les expulsions de personnes justement dont on parle là, et parce qu'on n'arrive pas à les expulser. Seulement 22 personnes algériens expulsées en 6 mois en 2021. Et qu'est-ce qui a été fait depuis septembre, après cette annonce fracassante? Est-ce qu'il y a eu une très forte augmentation des expulsions? Il y en a eu un petit peu, mais très très peu. Donc effectivement, on voudrait croire Gérald Darmanin, parce qu'effectivement, pourquoi est-ce qu'un mineur effectivement arrivé en France avant 13 ans et qui a 17 ans, 18 ans, 25 ans se retrouverait multirécidiviste, comme il y en a plein. Et pourquoi ne pourrait-on pas l'expulser? C'est une question peut-être de loi. Dans ce cas-là, que le Parlement vote la loi et les choses pourront se faire, mais encore faut-il les appliquer. Mais il y a quand même la question de la Cour européenne des droits de l'homme qui entre en jeu dans ces considérations-là, William Tay. Le plus important, c'est de savoir quelle politique migratoire on veut. Parce que l'Europe est le ventre mou de toutes les civilisations. C'est le seul continent qui n'a pas de politique migratoire claire. C'est-à-dire que les États-Unis, vous savez quelle est la politique migratoire. C'est-à-dire que si vous apportez quelque chose aux États-Unis, eh ben, ils vous délivrent un permis de travail et vous pouvez travailler aux États-Unis. Le Canada, pareil. L'Australie, pareil. La Chine, pareil. Tout le monde sait quelle est la politique migratoire de tous ces pays-là. Quelle est la politique migratoire de la France? Moi, je la résume par une phrase qui est très simple. C'est-à-dire que la France exporte des bacs +7 pour apporter des bacs -5 qui viennent foutre le bordel. Ça synthétise carrément ce que fait... Oui, mais ça synthétise ce que fait la France, parce que j'ai regardé toutes les statistiques. La France, dans ceux qui viennent, c'est en pourcentage, c'est ceux qui ont le moins diplômé. Ni le brevet, ni le baccalauréat. C'est-à-dire que c'est le record, 35 ou 40% des personnes qui viennent en France n'ont aucun diplôme. Ce qui est en dessous aux États-Unis, au Royaume-Uni, je crois que c'est 25 et c'est 18%. Donc les autres pays arrivent à le faire. Et maintenant, comment on fait concrètement? Il faut avoir une stratégie qui est coordonnée. C'est-à-dire qu'il faut dicter quelle politique migratoire on veut. C'est-à-dire qu'on est là pour prendre les personnes qui apportent du bien au pays. S'il y a des chercheurs ou des métiers en tension, ils peuvent venir en France, surtout s'ils apportent en France. Et tout le reste, soit on les accueille pas sur le territoire, soit on les renvoie. Ma question, c'est comment on fait pour les renvoyer? Il faut renégocier les traités, notamment la Convention européenne des droits de l'homme, en apportant des clauses suspensives sur certains articles, en disant que la France ne respectera pas certaines conventions, certaines parties de la Convention européenne des droits de l'homme. Le deuxième point, c'est qu'il faut renégocier les accords qu'on a passés avec les pays du Maghreb, notamment dans le cadre de la décolonisation, notamment avec l'Algérie sur le cadre des accords d'Évian. On dit qu'on ne respectera plus ces accords-là parce que ces accords sont tacites dans la mesure où ces pays ont pu se développer eux-mêmes et donc du coup, par conséquent, on revient sur ces accords-là qui étaient plus favorables pour les étrangers venant de ces pays-là de pouvoir s'installer en France. Donc on revient dessus et on revient petit à petit sur tous les accords qu'on a passés bilatéraux avec lesquels on ne veut plus respecter. Parce que pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les expulser? Parce qu'en fait, on n'a pas de laissez-passer consulaire. C'est-à-dire que quand on les renvoie, les pays refusent de les reprendre. Si par cas on mène une action diplomatique en leur disant vous êtes obligés de les reprendre, sinon la France ne mènera plus de négociations diplomatiques avec eux, et ben ils changeront d'avis. Ouais. Vous posez la question de la Cour européenne des droits de l'homme, pour l'avoir vraiment étudié de près, il y a des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme qui avalisent
des décisions, par exemple d'interdiction du port de voile dans les universités avant Erdogan en Turquie, en France également. La Cour européenne des droits de l'homme ne s'oppose pas aux politiques claires. Lorsqu'elles sont claires et assumées par un État, la Cour européenne des droits de l'homme ne s'y oppose pas. Donc il suffit que la loi s'adapte et la Cour européenne des droits de l'homme, la notion du vivre ensemble, qui si on considère qu'en France, on a le droit de choisir les étrangers qu'on veut accepter et ceux qu'on veut expulser parce qu'ils ne respectent pas le droit, la Cour européenne des droits de l'homme ne s'y oppose pas par principe. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, effectivement, je pense qu'il faut multiplier les pressions sur les pays qui refusent de reprendre ces étrangers. Par exemple, il faut les frapper au porte-monnaie. L'AFD, l'Agence française du développement, qui donne des milliards et des milliards d'aides au développement, eh bien, il faut dire, écoutez, vous refusez de les reprendre, on stoppe tous les financements et vous allez voir très rapidement, ils vont prendre des mesures d'accueil de ces étrangers expulsables. Harold. Oui, non, je voulais dire que c'est devenu un sujet diplomatique parce que les pays du Maghreb, le Maroc par exemple, ne veulent pas reprendre vraiment beaucoup de personnes et ils allèguent sans doute en partie à juste titre qu'on ne sait pas qui ils sont, parce qu'ils arrivent sans papier. Donc, et le petit jeu, c'est de dire, pour un ressortissant, de dire je viens du pays d'à côté. Donc ça perd énormément de temps, de procédure, pour savoir qui est cette personne, et ça grippe le système. Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation, promet un enseignant dans chaque classe à la rentrée, mais 4000 places restent à pourvoir. La crise de recrutement des enseignants est inédite. Un manque de profs, donc, et dans le même temps, des syndicats qui s'interrogent sur la pertinence du nouveau concours. Beaucoup de candidats ont été éliminés à cause de l'épreuve orale. Michael Dos Santos. Racisme, homophobie, laïcité, les sujets du nouvel oral proposé lors des concours enseignants font l'objet de nombreuses critiques. Certains candidats témoignent notamment de questions pièges. Admise cette année au CRPE, le concours de recrutement des professeurs des écoles, Suzanne a elle aussi été confrontée à un thème loin d'être évident. Imaginez qu'un enfant se bouche comme ça les oreilles en classe en disant la musique c'est le mal. Même son de cloche pour Cécile, jeune diplômée du CAPES, future professeure de collège-lycée. Lisa, de 16 ans, vient vous voir et vous confie qu'elle se sent plus garçon que fille, voudrait se faire appeler Louis. En revanche, elle ne veut pas que ses parents soient tenus au courant de la situation et vous, en tant qu'enseignant, vous remarquez qu'elle commence à sécher les cours de sport. Donc, comment on réagit ? Heureusement, pour ces deux candidates, leurs expériences sont jouées en leur faveur. Je suis formatrice en français langue d'intégration. Donc mon public, c'est un public migrant. C'était des problématiques que j'avais déjà eues pendant les passages d'école. Surpris par la teneur des questions, d'autres candidats ont été sanctionnés par des notes négatives. De quoi mettre fin à leur rêve de diplôme à l'heure où la France fait face à une pénurie d'enseignants. C'est toute la différence entre la théorie et la pratique, mais on peut imaginer que quand on passe un concours, après on peut être formé à la pratique. Alors peut-être qu'il fallait les prévenir à l'avance, peut-être qu'ils ne l'ont pas été. On a l'impression des épreuves sur la connaissance du système éducatif pour évaluer la motivation et la maîtrise des valeurs de la République. Autant dire que c'est flou. Mais moi je soutiens complètement ce genre d'épreuves. Complètement. Parce qu'un enseignant, c'est pas quelqu'un qui délivre en fait un enseignement théorique dont dont on considère qu'il maîtrise les données. Il s'adresse à des humains. Or, mais précisément, les élèves, il n'a pas eu le temps d'avoir de l'expérience. C'est ce que disait. Si on les prévient à l'avance qu'ils vont avoir ce genre de questions, ils peuvent y réfléchir. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça leur annonce clairement ce que c'est que la réalité de l'enseignement. Et la réalité de l'enseignement, c'est de gérer aussi ces questions de laïcité. Ce reportage, je le trouve excellent parce qu'il montre la réalité de ce à quoi les enseignants vont être confrontés. Alors bien entendu, je sais bien qu'il y a on veut aussi des enseignants avec une réelle formation théorique qui sont capables de transmettre un savoir et au moins ne serait-ce que des enseignants. Là, on recale des gens alors qu'on est en Oui, mais parce que encore une fois, être enseignant, c'est pas que d'avoir un savoir, c'est de savoir le délivrer et de savoir de nos jours, malheureusement, gérer des situations d'empêchement de délivrer ce savoir. Parce qu'effectivement, vous avez beaucoup d'élèves, par exemple, autre problème majeur, le manque d'attention des élèves, qui ont une capacité de concentration qui est réduite à 10 ou 15 minutes. Comment un prof doit le régler ? Il ne s'agit pas de leur demander de savoir répondre totalement à la manière de faire, mais il s'agit de les prévenir en disant « vous allez être enseignant, vous n'allez pas être simplement face à un ordinateur à délivrer un savoir ». Donc moi, je soutiens complètement ces mesures qui, à mon avis, viennent un petit peu de l'époque Blanquer
Et j'espère que Pape Diaye, qui est sur peut-être d'autres options éducatives, ne reviendra pas sur ces mesures parce que quelques enseignants s'en sont plaints. William, il y aura de quoi quand même décourager les quelques enseignants qui souhaitent encore exercer cette profession. Ça décourage les enseignants, mais ce type de situation, vous avez ça maintenant dans tous les concours de la fonction publique. Vous avez ça maintenant, soit ils déguisent ça, ils mettent ça dans le grand oral, ils vous réservent une partie pour passer des mises en situation, et ça dépend de l'époque, et ça révèle une majeure partie des problèmes. C'est-à-dire que moi, quand je passais les concours de la fonction publique, la question c'était principalement posée sur MeToo. Ça veut dire que vous aviez une personne qui vous dit, s'il y a une femme qui s'est fait agresser, comment réagissez-vous sur ces types de situations? Donc c'est en fonction de l'époque et c'est en fonction de la mise en situation. Moi, par contre, je pense que ce qui est problématique, c'est que les profs doivent être confrontés à ce type de situation. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés vis-à-vis des questions qui leur ont été posées, c'est comment ça se fait que les professeurs ne doivent pas se concentrer sur leur principale mission, qui est l'enseignement. On a l'impression, en les entendant, qu'ils deviennent des animateurs scolaires, des animateurs, ils sont là pour être sympathiques. Parce que c'est la réalité. Mais c'est la réalité de l'enseignement aujourd'hui. Ils ne sont pas là pour faire ça, les enseignants. Mais les si, ils sont là, parce que malheureusement, il n'y a pas le choix. L'école, c'est pas la garderie, l'école, c'est pas un centre de loisirs. Mais c'est pas de la garderie que c'est là pour transmettre un savoir, et c'est pour faire en sorte qu'un citoyen soit en maturité d'arriver dans la vie professionnelle comme citoyen et comme futur, et dans son futur métier. William, il est là pour acquérir un savoir. C'est pas de la garderie que d'expliquer. Il n'est pas là pour... Notamment. Mais il y a quand même les cours d'instruction civique, pardonnez-moi. Ça existait à un certain moment. Peuvent être réservés justement. Non, je suis désolé. L'exemple qui a été donné dans le reportage, il est excellent. Parce qu'il correspond à une réalité. Une enfant qui se cache les oreilles parce qu'il pense que la musique, c'est l'incarnation du diable, je suis désolé. C'est de l'éducation, de l'instruction, que de lui expliquer que c'est faux. L'éducation, ça ne relève pas des profs. Oui, mais c'est l'instruction qui relève des enseignants. Que ça se pose en cours de musique ou en cours de maths ou en cours de français. Imaginez en cours d'anglais un prof qui dit « Moi, je vais vous apprendre l'anglais en vous faisant écouter les Beatles ». Et l'élève qui refuse de le faire, c'est une réalité éducative à gérer. C'est parce qu'on a donné trop de missions aux enseignants. Les enseignants, ils doivent instruire le citoyen, ils doivent les former à la vie professionnelle, ils doivent leur transmettre un savoir, ils doivent les éduquer, et ensuite ils doivent leur faire des cours. Mais c'est inévitable. Et on va écouter Elisabeth Borne sur cette question de l'éducation nationale. L'éducation, c'est certainement notre premier bien commun. On sait produire l'excellence. Je pense qu'un des principaux défis que connaît notre système éducatif, c'est qu'il est sans doute l'un de ceux qui reproduit le plus les inégalités. On a aussi un paradoxe d'avoir encore un taux de chômage qui n'est pas celui du plein emploi et néanmoins des entreprises qui éprouvent des très grandes difficultés à recruter. Donc ça veut dire que notre système éducatif, notre système de formation, manifestement, ne forme pas les compétences dont notre économie a besoin. On a relevé effectivement la faute de français d'Elisabeth Borne. Ce qui est un comble en parlant d'éducation. Oui, effectivement. Mais en tout cas, c'est le constat d'une éducation nationale qui ne remplit pas ses missions premières, William. Ce qu'elle dit n'est pas totalement exact. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est vraie, c'est-à-dire que l'école française est une des plus inégalitaires selon les classements PISA. Mais ce qu'elle ne dit pas aussi, c'est qu'en fait, nos élites sont moins bonnes qu'avant. Ils sont plus stupides qu'avant quand vous comparez les classements internationaux. C'est-à-dire que même le niveau élite est nivelé par le bas. Et ce qui s'est passé, c'est que suite aux missions qu'on a filées à l'éducation, donc qui est de tout faire, le niveau moyen des élèves a baissé, a été tiré par le bas, plutôt que de tirer par le haut et pour remettre en place la méritocratie. Moi, c'est pour ça que je préférais Blanquer à Pape Ndiaye, parce qu'au moins, il avait la volonté, notamment le discours, et ça se retranscrivait aux élèves, de réinscrire la méritocratie au sein de l'école. Et je pense que l'enjeu essentiel de l'école, c'est transmettre un savoir et de transmettre la question de la méritocratie pour qu'on puisse s'élever et qu'on puisse revenir à la question du pacte républicain. On n'est pas là, les professeurs ne sont pas là pour jouer les assistantes sociales. Malheureusement, la sociologie des élèves face auxquels sont les profs a tellement évolué et rapidement évolué en une génération que ce que vous dites, bien sûr, est souhaitable, mais à mon avis n'est pas réalisable parce que les élèves face auxquels sont les profs, aujourd'hui, doivent être éveillés à plein de problématiques sur lesquelles, à la maison, dans le quartier, ils ne le sont pas. Plein de problématiques, sauf ce qui concerne quand même l'instruction de base. Bref, 8h moins le quart, les titres de l'actualité avec vous, Sandra.
L'incendie des Cévennes fixé, mais il reste placé sous haute surveillance. Un dispositif allégé était en place pour la nuit de samedi à dimanche, avec le maintien de près de 350 pompiers sur le terrain. Parti du hameau de Bordezac jeudi, ce sinistre a ravagé 650 hectares et mobilisé jusqu'à 950 hommes. Il n'a fait aucune victime. Au Japon, élection sénatoriale à l'ombre de l'assassinat de Shinzo Abe. Les électeurs ont commencé à voter aujourd'hui pour renouveler la moitié de la Chambre haute du Parlement. Le parti libéral-démocrate du Premier ministre est donné largement favori dans les sondages. Le chef du gouvernement souligne l'importance de défendre les élections libres et équitables. En F1, Grand Prix d'Autriche cet après-midi, Max Verstappen partira en pole position. Champion du monde en titre et leader du championnat, il a remporté la course au sprint hier. Le Néerlandais a devancé les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Malgré tout, il se montre prudent. Cela sera beaucoup plus long et il faudra faire attention aux pneus. Merci beaucoup. Manque d'enseignants, on l'évoquait à l'instant, manque de médecins aussi. Dans certaines zones rurales, des retraités remettent la blouse. C'est le cas à Avesnes-sur-Helpe, une commune de 5000 habitants dans le nord de la France. Valentine Leboeuf. Oui. Bonjour. Evelyne a enfin obtenu un rendez-vous avec un médecin généraliste. Le sien est parti à la retraite sans trouver de successeur. Résultat, elle n'a pas consulté depuis 2 ans. Ma gynécologue a pris sa retraite aussi. Elle fait aujourd'hui un bilan de santé avec ce septuagénaire à la retraite, qui a repris du service. Je trouve que c'est parfait comme solution. Ça, pour l'instant, en attendant d'avoir de nouveaux médecins sur le secteur, c'est une solution évidente, c'est bien. Dans ce territoire rural, il y a de moins en moins de praticiens. 20% des habitants n'ont plus de médecins traitants. Comme le docteur Fontano, 3 autres généralistes retraités se sont installés ici. On dépanne les gens, on dépanne les patients. On espère aussi soulager les médecins du coin qui sont sollicités, qui ont déjà beaucoup de travail et puis qui, en fin de compte, sont obligés de refuser des nouveaux patients. Donc, dépanner les patients, soulager les médecins traitants, soulager éventuellement les urgences, c'est le but. Le rappel des praticiens retraités est une solution provisoire, en attendant l'arrivée de nouveaux médecins. Ils vous ont peut-être empêché de dormir cette nuit. Les moustiques, cauchemar de l'été au Grau-du-Roi. L'invasion est spectaculaire comme dans beaucoup de communes du sud de la France. Certaines décident de taper fort. C'est le cas à Escalquins, près de Toulouse, où la mairie veut l'élimination de 80 à 90% de ces fameux moustiques tigres en 3 ans. Le reportage de Jean-Luc Thomas. Ici, c'est l'espace où se réalisent la plupart de nos festivités à l'extérieur. Et pour le coup, nos résidents étant installés ici, c'est là où on a souhaité mettre la borne pour qu'ils puissent en profiter davantage. Jusqu'en 2020, la terrasse de cette EHPAD était condamnée. Trop de moustiques tigres. L'été dernier, la municipalité a installé sur le site une borne anti-moustiques. 40 fonctionnent sur la commune. Et depuis 1 an, la terrasse est à nouveau ouverte. Des pièges à moustiques qui diffusent une odeur par ce bec ici, et une odeur très proche de la nôtre. Et lorsque le moustique s'approche pour piquer, il se fait aspirer par cette couronne ici et finit dans le piège qu'on voit là. Escalquins mène une véritable guerre contre les moustiques tigres, traitement des ruisseaux, campagne d'information, distribution gratuite de 600 pièges larvaires. 1 an après, les habitants ont ressenti une très nette amélioration donc, de leurs conditions vis-à-vis des moustiques, c'est-à-dire qu'ils ont de nouveau, pour ceux qui sont bien équipés donc, et qui ont suivi les directives, ils ont de nouveau la possibilité de manger dehors. Cette guerre a un coût, 65 000 € depuis 2 ans. Pas de grève finalement ce week-end à Charles de Gaulle. Le trafic est normal, mais beaucoup trop élevé selon les riverains. À la création de l'aéroport en 1974, il y avait 100 vols par jour. Aujourd'hui, c'est au moins 10 fois plus. Et les habitants réclament une limitation de ces vols, comme c'est d'ailleurs le cas par exemple à Amsterdam. Le reportage de Pierre Emco et Sandra Thiambo. Quand Catherine Bouvier emménageait dans cette ville paisible de Taverny il y a 50 ans, elle ne s'attendait pas à voir sa vie basculer. Ils arrivent d'ici, ils passent ici et ils vont vers Roissy, à 20 km par là. Ça devient difficile de profiter du jardin, de profiter des agréments, d'avoir une maison, d'être en forêt. Son domicile est situé à 20 km de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, mais le balai incessant des avions au-dessus de sa maison, une centaine par jour, empiète sur sa tranquillité. Vivre les nuisances au quotidien,
avec des bruits aigus comme il y en a par exemple maintenant nuit et jour, ça ne peut pas être compris si on n'est pas vraiment sous les avions. Sommeil haché, maux de tête, diabète, hypertension, la santé de cette habitante s'est dégradée. Malgré tout, après 30 ans passés dans cette maison, elle refuse de déménager. Avec mon mari, on a nos parents ici qui sont très âgés, donc on se bat pour améliorer les choses sur notre territoire. Améliorer les choses, c'est justement la mission de l'association de défense contre les nuisances aériennes. On a mis en place 10 mesures. Il y a la mise en place de la descente continue, il y a la réduction des vols de nuit. L'ensemble de ces 10 mesures permettrait autour de Roissy de diviser par 2 le nombre d'habitants affectés par le bruit. Un message plein d'espoir, alors qu'au même moment, l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle prévoit un doublement du trafic d'ici 2030. Et la suite de nos reportages consacrés au 14 juillet, rencontre aujourd'hui avec une jeune femme qui travaille à bord de la frégate Forbin en pleine